pas mémoriser précisément tes termes qui sont très poétiques, mais que finalement cette ville-là n'a pas vraiment de frontières. Enfin, il y a des frontières assez floues. Alors on va quand même parler, pour répondre au petit brouhaha que j'ai entendu tout à l'heure sur la Scandinavie. Tu me confirmes ce que je disais, à savoir qu'officiellement la Scandinavie c'est les 3 pays que... ou alors oui, c'est un débat. Non, c'est pas vraiment un débat, c'est la Scandinavie, c'est Danemark, la Suède et la Norvège, et la Finlande, ça fait partie de la Fénoscandie. Voilà, et qui est plus associée aux États baltes. Oui, mais en fait quand on inclut la Finlande dans la Scandinavie, ça s'appelle du coup la Fénoscandie. Mais oui, après, c'est un pays qui fait pas partie de la Scandinavie. Voilà. Bon, voilà. Ouais, il fallait quand même le clarifier, parce que bon, c'est vrai qu'on n'est pas très familier avec cette région. Et d'ailleurs, cette région est tout à fait cette région du monde que tu nous rends merveilleusement, parce que ces images sont absolument époustouflantes. Je voudrais savoir déjà comment tu es partie là-bas, pourquoi tu es partie là-bas, et qu'est-ce que c'est cette motivation qui fait qu'une jeune Française, si j'ai bien compris, du sud de la France, part vivre pendant longtemps, je crois. Ça fait combien que tu es là-bas? Depuis 2021. Depuis 2021, d'accord. Qu'est-ce qui a été le déclic? Je pense que j'ai toujours été un peu un alien dans ma famille, parce que c'est tous des lézards, clairement. Et moi, j'étais allergique à la chaleur depuis toute petite. J'avais trop de problèmes avec la chaleur, je faisais des malaises. Et le médecin avait dit non, elle supporte juste pas la chaleur. Depuis toute petite, j'adorais aller à la neige avec mes grands-parents. J'étais toujours attirée par les régions polaires, les animaux arctiques. Ça me fascinait, donc c'était un peu comme un rêve pour moi d'aller là-bas. Mais je m'étais jamais vraiment... je sais pas, je voyais vraiment ça comme un rêve. Et puis j'avais travaillé sur un film en Scandinavie en 2019. Et en fait, je suis complètement tombée amoureuse de là-bas. C'était un peu comme un coup de foudre. Je rentrais, je pensais qu'à ça. C'était comme une personne qui me manquait un peu. C'était super bizarre. Et en fait, après, en 2021, enfin 2020 ou 2021, ouais, après le Covid, j'étais dans une période un peu compliquée de ma vie. Et je sais pas pourquoi j'ai eu l'idée complètement folle de prendre mon van et de partir là-haut, alors que j'avais conduit mon van tout seul et que j'étais jamais allée en voyage nulle part toute seule, mais j'allais vraiment pas bien à cette époque-là. Et j'ai vu ça un peu comme une porte de sortie, d'aller là où je me sentais en paix et où je saurais que tout serait aligné. Donc j'ai pris mes affaires, mon van, et je suis partie. Et je me suis dit, YOLO, on verra bien. On verra bien déjà si je passe l'autoroute allemande. Et puis voilà, je suis arrivée là-haut et puis ça s'est fait comme ça, quoi. Du coup, tu as vécu comment là-bas après? Tu travaillais ou qu'est-ce que tu faisais? Alors, j'y vais principalement dans mon van, et puis je partais en exploration, en bivouac et en rando. Et puis en été, la période où il y a tous les moustiques, en juillet, c'est vraiment un cauchemar d'être dehors. Et du coup, à cette période-là, je faisais des petits boulots pour financer le voyage. Et puis du coup, des fois, j'étais hébergée. Et aussi en hiver, pas vraiment, il y a 2 ou 3 hivers en Scandinavie, mais l'hiver où il n'y a pas de lumière, en décembre-janvier, je travaillais aussi, je faisais des boulots pour financer le voyage, et j'étais hébergée parce que les panneaux solaires du van n'y chargeaient pas, donc c'était vraiment l'angoisse. Donc quand j'arrivais en novembre et que je voyais que ça chargeait plus, j'étais là, bon, il est temps d'aller dans une cabane, et puis après je repartais en van en février. Tu ne repartais pas en France en hiver? Non. Je l'ai fait, alors la première année du tournage, je l'ai fait, je suis rentrée en France parce que ma grand-mère elle allait bientôt mourir et elle s'était cassé le col du fémur, je suis rentrée pour m'occuper d'elle. Donc j'ai voulu vraiment passer du temps avec elle parce qu'en fait, la première année, ça a été un peu une immersion, des explorations, et c'est comme ça qu'est née l'envie de faire un film. Donc je me suis dit, il faut que je reste plus longtemps et que je fasse vraiment un vrai tournage. Donc avant de reprendre ce gros tournage, je suis descendue avec le van pour voir ma grand-mère, et puis je suis remontée, et après je suis plus redescendue. Ouais. Et du coup, les images que l'on voit, alors même si la frontière est floue, on le comprend bien, mais c'est dans quelle partie de la Scandinavie? C'est quel pays plutôt? Je crois que tu vis en Norvège, tu vis en Suède, pardon. Oui, moi je suis en Suède maintenant depuis juin. Avant j'étais dans mon camion. Et qui n'a pas de nationalité particulière. Oui, lui il est suédois maintenant.
il rentre plus en France, je repasse pas par l'autoroute allemande, je vous jure. Les gens ils me disent oui, le blizzard et tout, non, mais l'autoroute allemande c'est un truc, c'est vraiment l'horreur. Donc non, il reste là-bas, il est bien là-bas. Mais du coup, je sais plus ce que je disais. Ah oui, les zones, en fait pour moi il n'y a pas vraiment de frontières, enfin j'étais juste dans la toundra et dans les montagnes. Et oui, fallait passer des frontières que les humains ont créées entre la Norvège et la Suède. Mais j'étais plus ou moins dans le sud de la Laponie, parce que c'est là qu'il y a les rennes sauvages. En fait, tout au nord de la Laponie, il n'y a que des rennes domestiques en Norvège. Et en Suède, il n'y a que des rennes domestiques aussi. Donc pour les rennes sauvages, j'étais beaucoup dans la zone du Trondelag, ça s'appelle en Norvège. Donc c'est au milieu, en fait, juste avant la montée toute fine là, sur la carte. Et un peu du même côté en Suède, et puis après je suis aussi allée dans les Lofoten, un peu plus au nord, dans les îles, un peu plus au nord en Suède, un peu plus au sud en Suède. Alors du coup, ce film a pris combien de temps pour être tourné? 2 ans et demi, ouais. Mais c'était... Et ce film, donc 2 ans de travail, et tu appelles ce film Boréal Ephéméra. Tu peux m'expliquer? Oui, c'est un peu double, peut-être même triple, je sais pas. Il y a plusieurs sens en fait. C'est que. On a pour 1 heure là. En fait, il y a. Ouais, je vais essayer de résumer. Il y a une chose qui m'a beaucoup touchée là-haut, c'est que j'ai vraiment pris conscience de la beauté de la vie, de sa complexité en fait. Et je regardais les étoiles, les aurores, et en fait, avec les aurores boréales, je me suis énormément connectée à l'univers. Je prenais conscience en fait à quel point on est minuscule et insignifiant, mais à quel point on est aussi, c'est aussi magnifique et riche de sens à la fois. Il y avait toujours ce paradoxe un peu dans ma tête. Et je me disais, mais si ça se trouve, on est dans la galaxie, on ne sait même pas s'il y a une vie autre part sur une autre planète. Peut-être qu'il y en a et peut-être pas, peut-être qu'il y a des formes de vie beaucoup moins avancées que la nôtre. Et je me disais, si ça se trouve, on est tout seul à avoir cette civilisation, à avoir ce monde créé et tous ces animaux. Et je me suis rendu compte en fait à quel point c'était précieux, parce que je me disais, s'il n'y a que nous, c'est tellement précieux et à la fois c'est en train de disparaître et on est en train de faire n'importe quoi. Alors qu'est-ce qui disparaît, nous ou les animaux? Pour moi, c'était un point d'ensemble parce que quand on passe du temps en Arctique, on se rend compte à quel point, moi je le vois depuis 2021, à quel point le changement climatique est phénoménal là-bas. Et donc on se dit que forcément, ça va peut-être pas durer. Et en fait, au début, ça m'attristait beaucoup. J'étais vraiment un peu dans une auto-flagellation, on va dire, où je me disais, ouais, on est en train de tout détruire, c'est trop triste, et j'étais un peu révoltée. Et en fait, c'est ce dont je parle dans le film, c'est que les animaux et les paysages, ils m'ont transmis l'acceptation, en fait. Et c'est ça dont je parle à la fin du film, où je dis, à accepter l'éphémère, c'est accepter cet éphémère, en fait. Et les animaux, ils vivent leur vie, et ils se posent pas de questions. Peut-être que demain, on va se prendre un astéroïde, on n'en sait rien, peut-être que tout va disparaître, peut-être pas. Et ils se posent pas la question. Et en fait, ils m'ont transmis cette acceptation. Voilà. Donc en fait, le Boréal Ephéméra, c'était un peu parler de cet éphémère-là, du boréal éphémère, mais à la fois, ce dont je parle dans le film, c'est cette acceptation qu'ils m'ont transmis. Et il y a aussi un autre sens qui est la beauté en fait de l'éphémère. Parce qu'en fait, en Scandinavie, chaque période du film est très courte. En automne, quand il y a les bouleaux qui sont tout dorés, c'est la course, ça dure que 2 semaines. Et j'avais l'impression qu'il y avait tellement à faire que je m'arrêtais jamais, je dormais quasiment pas, j'étais tout le temps dehors. Et en fait, tout est très court. L'hiver, le printemps-hiver, l'été. Et ça rend la chose vraiment précieuse. Et voilà, c'était aussi ce sens-là que j'avais de l'éphémère. Qui, quand on prend conscience que quelque chose est éphémère, on peut être triste et on peut aussi s'émerveiller et se dire que c'est ça qui fait que c'est magnifique. En fait. Quand tu dis que tu avais beaucoup à faire dans ces périodes, tu parles de tournage, tu parles... Ouais, pour capturer des images. Alors justement, ce tournage, on en a parlé puisqu'on a vu des émissions, des films, c'est pas la télé, non. des films que l'on a présentés dans des conditions absolument extrêmes, de température extrême. Toi, qu'est-ce que c'était les difficultés pour toi
dans ce tournage? Est-ce que sur le plan matériel ou pour toi ou... Alors, sur le plan matériel, bon, c'était mon premier film et c'était un peu quelque chose d'impulsif. Je l'ai fait en me disant j'ai besoin de le faire et puis je le partagerai et puis si ça parle à quelqu'un, c'est chouette. Donc il n'y avait pas de grande ambition en termes de matériel. Enfin, j'ai vraiment du matériel pas incroyable et puis j'avais même pas vraiment de trépied, je filmais sur mon genou. C'était vraiment n'importe quoi. Mais je sais pas ce que c'était la question. Le rendu, faut même pas le dire parce que finalement. Ah oui, non, j'avais des idées en tête de tous ces paysages que je voyais et je me disais il faut que je capture la beauté. Donc j'avais des idées de filmer des bouleaux givrés dans la toundra par exemple. Ça c'est un phénomène qui est très rare parce que ça arrive que quand il n'y a pas de vent et quand il fait très très froid. Mais dans la toundra, il y a quasiment tout le temps du vent. Enfin, ça dépend des années, mais en général, il y a vraiment beaucoup de vent. Et donc, les moments comme ça où les bouleaux sont givrés, il n'y a pas un bruit dans la toundra, ça fait trop bizarre parce que d'habitude, il y a beaucoup de bruit avec le vent. Et ça, c'est des moments qui sont vraiment uniques et magiques. Donc, quand ils arrivent, ça met la pression. Je suis fatiguée, non, mais il faut quand même que j'y aille. J'ai l'impression que il faut que j'y aille. C'est ça, c'est ce qui est curieux en t'écoutant, c'est que tu finis quand même par te mettre une forme de pression. Ouais, un petit peu, ouais. Parce que je veux vraiment montrer cette beauté-là qui est tellement unique, en fait. Et voilà. Après, les difficultés, c'était pas tant la météo, parce qu'au bout d'un moment, je sais pas, je l'acceptais, même si ça fait mal et que ça fait super peur. Les tempêtes de blizzard, je sais pas, j'étais dans une forme d'acceptation, j'étais vraiment comme dans une transe en permanente, et puis je me suis dit, je suis montée jusqu'ici, c'est pas pour être là, oh là là, c'est trop compliqué, voilà, j'accepte, quoi, je fais avec. Mais c'était plus, je pense, la difficulté d'avoir toutes ces cogitations par rapport à la nature, de prendre conscience du vivant qui est quand même aussi sous contrôle là-bas. Ça m'a beaucoup touché les rennes en fait qui sont pour la plupart domestiquées alors que pour moi c'est un animal qui est sacré et qui est symbole de liberté et voilà c'était dur en fait les renards polaires aussi par exemple dans mon film alors à la fin c'est des renards polaires au Svalbard mais au début quand il y a les lagopèdes alpins le petit renard qui est de couleur bleu marron ça c'est des renards qui sont dans les terres et ils vivent un peu sous cloche, ils n'ont plus vraiment de proie. Il n'y a plus vraiment d'années avec des lemmings. C'est une proie dont ils dépendent biologiquement pour survivre, pour avoir des portées nombreuses qui vont survivre. Donc voilà, c'était touchant en fait de voir le vivant qui est sous cloche là-bas et qui est sous contrôle parce que l'homme se comporte pas quand tu de la meilleure des manières. Sous contrôle, qu'est-ce que ça veut dire pour toi ça? Est-ce que c'est... Par exemple, dans le parc national du Dovrefjell, les bœufs musqués, ils sont un peu encadrés par les rangers, ils ne peuvent pas vraiment en sortir. Il y a quand même une population de bœufs musqués qui s'est échappée jusqu'en Suède. J'ai essayé de les observer, mais j'ai pas réussi. C'est un groupe d'une dizaine d'individus qui a réussi à s'échapper du Dovrefjell et qui s'est installé en Suède, et les Suédois sont super fiers. Mais voilà, la plupart du temps, en fait, ils leur tirent dessus pour éviter qu'ils s'en aillent. Puis ils sont vachement régulés, il n'y a plus trop de prédateurs parce que les prédateurs sont exterminés là-bas à cause des élevages de rennes. Donc en fait on se rend compte, par exemple, moi au début quand j'allais là-bas j'avais l'impression que c'était comme le Canada et tout, et puis on se rend compte que le sauvage est sous contrôle, quoi. Donc c'était dur, mais j'ai fini par l'accepter, merci l'enseignement que les animaux m'ont transmis, mais ça faisait partie des difficultés pour moi. Alors je suppose que vous avez comme moi apprécié ce magnifique document. Est-ce que dans la salle vous auriez quelques questions à poser à Charlie? Combien d'heures on arrive en attendant qu'un doigt se lève, combien d'heures on arrive à rester comme ça dans ce froid pour filmer quelque chose qu'on voit devant soi? Ça dépend de comment on est équipé, mais quand il faisait genre moins 20 ou moins 30, en général je prenais un sac de couchage avec moi et je faisais un trou dans la neige pour être un peu protégée du vent. Et puis, en dehors du van, donc là. Oui, là j'étais à 15 ou 20 km du van. Et puis du coup je restais dans un sac de couchage. Bon, il faisait super froid donc j'avais aussi une bouillotte à l'intérieur et puis je tenais le plus que je pouvais jusqu'à ce que j'en puisse plus. Et du coup tu pars seule quand tu fais ce genre de choses? Alors des fois j'étais toute seule, beaucoup, la plupart du temps, mais aussi j'étais avec Lionel qui est dans le générique du film. Il a fait une aventure aussi lui en même temps que moi avec son van aussi.
Et donc en fait, des fois, on passait du temps ensemble, mais surtout en van. En fait, on se rejoignait sur des parkings, enfin c'était pas vraiment des parkings, c'était des coins au milieu de nulle part où on pouvait garer les vannes. Et on passait du temps ensemble, on ramassait des baies par exemple, on faisait des feux de camp. Ça nous permettait de combattre un peu la solitude et l'isolement là-bas. Et puis on se racontait nos aventures. Et puis en hiver aussi, souvent on partait ensemble. Parce que l'hiver c'est quand même vraiment engagé. Mais le reste de l'année, sinon on faisait quand même chacun des trucs de notre côté. J'avais besoin en fait d'être seule. Parce que quand on est seul, on a des pensées qu'on a que quand on est seul. Donc c'était important pour moi aussi. Puis c'était quelque chose que j'avais jamais fait avant, donc j'avais aussi besoin de savoir de quoi j'étais capable en fait. C'était un peu pour moi aussi une aventure initiatique parce que j'étais jamais partie à l'aventure comme ça, donc ça m'a aussi beaucoup aidé d'être seule, à mieux me connaître. C'est une sacrée expérience. Est-ce que voilà, il y a des questions? Je savais qu'il y en aurait. Oui, bravo et merci pour ces images superbes. Juste une question de détail. J'ai été très surpris de voir un oiseau plongeur. Pêcheur, plongeur. Quel est son nom? C'est un simple plongeur. Il y en a aussi en France. Ah bon? Ouais, il y en a beaucoup en France, dans les rivières aussi, en montagne souvent. Donc c'est un oiseau qu'on a aussi en France. Ouais. Il a un plumage complètement imperméable, on dirait un dauphin. Oui. Ouais. Merci. Est-ce qu'il y aurait une deuxième question, peut-être? Oui. Ah, bien. Allez, on prend la dernière et on va rejoindre. Un bois de renne, ça peut être vachement petit, comme ça peut être vraiment immense. Ça dépend. Mais ça peut aller, je pense, jusqu'à 1 mètre, 1,50 m de longueur, tu vois, de hauteur. Quand c'est des mâles dans la force de l'âge, ouais, ça peut être vachement grand. Quand c'est des mâles. Donc j'ai entendu qu'il y a quelque chose de... Enfin voilà, on en a un signal qui nous dit qu'il va falloir qu'on rende l'antenne. Pas de souci. C'est presque ça. Hein. Et du coup, non mais pour finir, cette aventure pour toi, ça t'a vraiment changé? Ça t'a apaisé ou tu es toujours dans cette quête? Non, ça m'a vraiment apaisée. Ça m'a permis aussi d'accepter beaucoup de choses qui sont plutôt tabous dans nos têtes, auxquelles on ne veut pas vraiment penser. Par exemple, quand j'étais avec le bleu musqué, qu'on voit au début dans la toundra en été, ils étaient en hyperventilation. En fait, ils ont trop chaud l'été maintenant parce qu'il fait trop chaud. Et celui qui a une énorme fourrure sur le dos, il avait à peu près 17 ans, donc je pense pas qu'il allait passer l'hiver. Enfin, il était vraiment en fin de vie. Et j'ai passé 3 jours avec lui. Et c'était hyper touchant. Et ça m'a vachement fait réfléchir, par exemple, à la relation qu'on a à la mort. Et je me suis dit, que c'était un tout, que ça faisait partie d'un cycle. Voilà, j'ai eu plein de réflexions comme ça, plein de peurs que j'avais en moi, parce que je suis quelqu'un de très peureux, qui m'ont permis d'avancer et d'accepter. Et puis, voilà, je pense que ce que ça m'a permis, en fait, c'est que je repense à cette phrase d'Einstein qui dit « Regardez profondément dans la nature et vous comprendrez tout beaucoup mieux ». Et c'est ce que j'ai ressenti là-bas pendant 2 ans et demi, en fait. J'ai passé ma vie à regarder profondément. Et là, tu y retournes. C'est du passé parce que c'est ce film, mais là, tu y repars. J'habite là-bas maintenant. Oui, ça. Mais ouais, pendant 1 an, le film a tourné en festival et j'avais un peu un post-mortem du film. Je me sentais vide en fait. Ma grand-mère était décédée aussi, donc c'était compliqué. Mais là, je suis en train d'écrire un nouveau projet qui est soutenu par la Fondation François Bell à nouveau. Donc c'est trop chouette. Donc là, je vais repartir à l'aventure cette année. On va dire à bientôt alors, Charlie. Et on va...